Il y a quelque temps, j'ai eu la grande idée de me remater The Witch de Robert Eggers, un petit film d'horreur indépendant américain, produit par une boîte qui, à l'époque, était encore vierge de propositions cinématographiques et qui désormais règne en maître incontesté sur le genre du elevated horror, j'ai nommé A24. Sauf que moi, les films A24, la plupart, ils m'en touchent une sans faire bouger l'autre. Et quand on voit à quel point ils ont transformé leur succès en vaste opération marketing au détriment de leurs propres films, parfois, ça me donne encore moins envie de les défendre. Même si, certaines de leurs propositions sont d'une qualité indéniable. Bon, maintenant que j'ai lancé ma petite crotte de nez sur une boîte tellement prétentieuse que leurs films passent plus les portes et sont même à deux doigts de ne plus sortir en salle, Green Knight, on se souvient, revenons à nos moutons et parlons du péché originel. The Witch peut en effet être considéré comme une sorte de prototype du film A24, la reprise d'une figure horrifique mythique, ici la sorcière, passée à la moulinette d'un regard cinématographique autorisant. Une histoire de pèlerins du XVIIe siècle tellement pieux qu'ils vont jusqu'à se faire bannir de leur propre communauté pour mieux installer leur cabane paumée dans un coin tout à fait hospitalier, la forêt d'une putain de sorcière démoniaque. Le rythme est lent, atmosphérique, les dialogues sont calqués sur le langage de l'époque, et le tout est filmé à la bougie et en lumière naturelle, pour mieux, comprenez-vous, s'imprégner de l'ambiance de l'époque. Vous l'aurez compris, dès The Witch, on est bien chez A24, c'est-à-dire que certes on fait un film de genre, mais on en fait un grand, avec tout plein de cinéma dedans. Tellement de cinéma dedans d'ailleurs que, ça laisse plus trop de place pour l'épouvante, en fin de compte, puisque The Witch doit avoir 2-3 scènes angoissantes à son actif qui se battent en duel. Alors je vais pas vous mentir, lorsque j'ai découvert The Witch en salle, porté par une presse complètement hystérique qui nous annonçait, je cite, que le film d'horreur n'était pas mort, j'ai été un peu déçu. À tel point d'ailleurs que, petit souvenir de séance, je m'affalais peu à peu au fil des minutes, au fil des scènes, dans mon fauteuil, prêt à roupiller. Et ce, jusqu'à ce qu'une scène pivot du film me mette une claque cinématographique dont je me souviendrai longtemps. Parce que même si évidemment j'ai pris un ton sarcastique en ce début de chronique pour mieux vous divertir, il y a beaucoup de talent à l'œuvre dans ce film. Et pour ceux qui me connaissent, vous le savez très bien, mais les autres, vous apprenez à le découvrir. Lorsque j'aime quelque chose, moi, j'ai envie de comprendre pourquoi. Je vous propose donc, si le cœur vous en dit, de plonger avec moi dans une grande scène de cinéma pour mieux l'analyser. Petite précision évidemment, nous allons divulgacher une scène pivot de l'intrigue du film, donc c'est en toute connaissance de cause que vous pénétrez désormais en section spoiler. C'est bon pour vous ? Parfait. Nous allons donc, mesdames et messieurs, dans cette vidéo, évoquer une scène pivot de l'intrigue de The Witch. J'ai nommé la rencontre entre Thomasine et le diable. Alors pour des raisons évidentes de détection de droits d'auteur, je vais par contre pas pouvoir vous montrer la scène dans son intégralité, mais vous avez un lien prévu à cet effet dans la description, que vous souhaitiez voir la scène avant, pendant ou après l'analyse. Alors, comment que c'est qu'on fait pour analyser un film ? Écoutez, le plus simple, ça reste de partir du général pour arriver au particulier, la bonne vieille méthode de l'entonnoir, et pour un film comme The Witch, il serait malvenu de ne pas nous en tenir aux bonnes vieilles traditions. Et alors la singularité de cette scène, si on la replace dans la structure générale du récit, c'est que en fait, c'est un anti-climax. En effet, elle intervient après le bain de sang final qui décime toute la famille de Thomasine, dont les membres ont un à un été corrompus par des forces obscures, dont la véritable nature n'a pas encore été explicitée. D'un point de vue scénaristique, cette scène prend donc la forme d'un épilogue. Désormais seule dans ce domaine perdu au milieu des bois, Thomasine décide de jouer le tout pour le tout et d'aller converser avec le seul membre de la famille entre guillemets restant, le bouc Black Phillip, qui selon Feu ses petits frères et sœurs, taillait la bavette avec eux à l'occasion. La voilà donc assise dans l'étable face à une grosse chèvre, espérant que celle-ci veuille bien lui répondre. Réalisant qu'elle a l'air d'une conne, elle se ravise lorsque tout à coup, l'animal lui répond. Le doute n'est plus de mise. C'est bel et bien le diable lui-même qui tourmentait cette pauvre famille. Scellant le pacte avec la jeune fille, il la conduit finalement dans la forêt pour en faire l'une de ses sorcières. On est donc ici face à une séquence relativement classique de surnaturel, un surnaturel que Eggers va s'efforcer à déployer petit à petit pour bien nous mettre progressivement dans l'ambiance et mieux nous sidérer lors de la rencontre avec le malin. Et il va le faire en plusieurs étapes. Alors que la séquence précédente avait lieu en journée, Eggers fait s'endormir le personnage pour justifier l'ellipse qui lui permettra d'installer la nuit beaucoup plus propice à ce genre de rencontre surnaturelle. Le fait que le personnage se réveille est également intéressant, puisque ça renvoie le spectateur à cet état de demi-sommeil que l'on a tous expérimenté, un demi-sommeil qui est évidemment propice à rencontrer des monstres, que ce soit des monstres réels ou des monstres de nos cauchemars. Et le danger potentiel de cette rencontre avec un monstre, qui sait, on ne sait pas encore, Eggers, il va nous le faire comprendre et nous le faire ressentir
en 3 temps. D'abord, on remarque que le personnage dort la porte ouverte, ce qui la place évidemment dans une posture vulnérable et nous renvoie nous-mêmes à une situation que l'on jugerait inconfortable. Une fois que Thomasine est dehors, Eggers accentue encore cette vulnérabilité en cadrant très large, montrant un personnage qui est écrasé par son environnement. Environnement qui se trouve être cette forêt malfaisante qui a terrorisé nos personnages et qui, par l'axe de caméra choisi, semble avoir totalement recouvert le domaine, conduisant Thomasine à se soumettre à la volonté de Black Phillip, qu'elle suit en silence, docilement, dans l'étable. Donc en fait, à ce moment-là de la scène, la mise en scène de Robert Eggers, elle est extrêmement claire. Thomasine est un personnage vulnérable qui est dans la grosse merde. Dans la mesure où la forêt a déjà totalement envahi le cadre, le diable a déjà gagné. Et il n'est donc pas du tout étonnant que Thomasine le suive sans opposer la moindre forme de résistance. C'est trop tard. Black Phillip est le maître du jeu, c'est lui qui contrôle la situation et qui tire les ficelles dans l'ombre depuis le début de l'intrigue, dans l'ombre justement, au sens propre comme au figuré. Puisqu'évidemment, au-delà du fait que le bouc soit lui-même noir, ce qui lui donne une allure fantomatique lors des séquences en extérieur de nuit, il continuera de rester dans l'ombre lorsqu'il prendra finalement forme humaine. Il est cette force tentatrice de nos tourments intérieurs qui cherche à corrompre tout ce qu'il touche, avec des gants noirs, bien évidemment. Un travail sur la noirceur qui, bien sûr, redouble de pertinence par contraste avec la pâleur virginale du personnage de Thomasine. Un personnage féminin qui, à ce moment-là du récit, paraît définitivement et tragiquement soumise, d'abord à sa famille dans un premier temps, et finalement soumise au diable lui-même. Sauf que pas du tout. Du tout. Parce qu'en fait, cette scène, elle est beaucoup plus ambiguë que ça. Et si dans un premier temps, Robert Eggers nous avait effectivement installés dans une ambiance de surnaturel, c'était pour mieux nous rendre disponibles à son véritable propos. Moi, perso, il y a un truc que j'ai toujours trouvé un peu bizarre dans cette scène, c'est que le diable, que nous dépeint Robert Eggers, sa version du malin, elle est pas si diabolique que ça, en fin de compte. Et je vais même aller plus loin, ce diable, il est pas très effrayant. Alors évidemment, je sais très bien que dans l'histoire de l'iconographie, de la représentation du diable, on a effectivement une version du diable qui est un séducteur, qui cherche à détourner les croyants de Dieu, sans les menacer, au contraire justement par la séduction, en les amadouant, etc. Mais enfin quand même, prenons mot pour mot ce qu'il lui propose, ce qu'il lui offre, qui va justifier le pacte à venir. Est-ce que tu veux goûter le goût du beurre ? Qui est une référence au fait qu'à l'époque, on considérait que le beurre, qui est voilà, ce goût un peu rond, un peu salé, très plaisant, gras, etc., justement, c'était un plaisir un petit peu trop plaisant, et que, vous savez, dans une tradition rigoriste de la religion chrétienne, il vaut mieux se détourner des plaisirs parce que ça corrompt. Deuxièmement, il lui demande si elle veut une jolie robe. Écoute, oui. Et enfin, il lui demande si elle veut voir le monde. Ouh. Et en plus, il lui dit tout ça avec une voix douce et sensuelle, comme ça, murmurée sur l'oreiller. Puis je sais pas, la scène est éclairée d'une façon très chaude, dans un cocooning doré, en contraste total avec les tons très désaturés qu'on a eu jusque-là. Cette scène, que ce soit d'un point de vue sonore ou visuel, elle est plaisante pour le spectateur. On a même droit à une petite musique de clochette, écoutez, qui nous invite à rejoindre le diable. Perso, je suis Thomasine. J'en viendrais presque à oublier que le mec a zigouillé toute ma famille, oui, tout à fait. Bien sûr. Bref, vous avez compris où je veux en venir. Elle est ambiguë, cette scène. Elle est presque chaleureuse, alors qu'il s'agit d'une rencontre avec le diable. De là à dire que ce pacte pourrait être quelque chose de positif pour le personnage de Thomasine, il n'y a qu'un pas que nous allons évidemment franchir. Et vous allez le voir, il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens. Petit 1, c'est Thomasine qui va voir le diable et pas l'inverse, ce qui veut donc dire que le personnage est actif de la rencontre. Petit 2, après la mort de sa famille, et avant de prendre un repos bien mérité, Thomasine se déshabille et retire notamment son corset, symbole de la pression qui jusque-là était exercée sur elle. Petit 3, lorsque Thomasine va voir Black Phillip dans l'étable, elle porte une lanterne. Alors évidemment, je suis sûr que certains et certaines d'entre vous se sont dit « Bah oui, elle porte une lanterne parce qu'il fait nuit », mais le saviez-vous ou ne le saviez-vous pas, mais l'un des autres noms du diable, Lucifer, signifie littéralement celui qui porte la lumière. Ange banni des cieux, car désirant amener une autre lumière que celle de Dieu aux hommes. C'est probablement pas un hasard. Et enfin, quatrième point, lorsque le pacte entre les deux personnages est scellé et qu'ils s'aventurent dans la forêt, ça n'est pas le diable, mais bien Thomasine qui mène la marche. Encore une fois, le personnage est actif, moteur de son destin. En tout cas, écoutez, moi je trouve que Thomasine n'a pas l'air de considérer que ce pacte avec le diable ce soit un si mauvais deal.
et on est content pour elle. Et alors là, la scène, elle devient encore plus ambiguë qu'elle pourrait l'être, parce qu'on a donc une rencontre surnaturelle avec le diable, qui est quand même pas la figure la plus positive du monde, sauf que la scène est filmée de manière extrêmement chaleureuse, et que le personnage semble ravi de ce pacte, voire même carrément émancipé de cette rencontre. Ça serait-il pas comme si Eggers déployait toute la complexité de la figure de la sorcière, femme puissante assumant son pouvoir de séduction notamment, et diabolisée par les hommes en conséquence? À tel point que cette figure, celle de la sorcière, a été en permanence analysée et revalorisée comme un symbole d'émancipation féministe? Bon, vous savez quoi, on y va carrément, on met les pieds dans le plat. Cette scène est en réalité une véritable scène d'émancipation, avec une grosse dimension sexuelle à l'intérieur. Parce que même si j'aime pas trop en passer par là, là on peut pas faire autrement parce que c'est vraiment trop gros. Si on fait une lecture psychanalytique de la scène, la dimension sexuelle, elle nous pète carrément à la gueule. L'histoire d'une jeune fille encore vierge qui tue sa mère et se retrouve marquée par du sang qui vient tacher sa blancheur virginale. Suivez mon regard. Puis, femme qui, désormais tachée du sang après avoir tué sa mère et s'être émancipée de la domination familiale, se déshabille progressivement jusqu'à se retrouver sous les caresses d'un homme qui d'ailleurs est le premier du film qui ne soit pas un membre de sa famille, homme qui, à la suite de ses caresses, lui fait signer un contrat, c'est-à-dire que métaphoriquement, il l'épouse. Je suis désolé, mais c'est une putain de séquence au sous-texte oedipien où une femme s'émancipe et assume sa féminité et ses désirs. En d'autres termes, cette scène, c'est une victoire pour le personnage de Thomasine, tout autant que c'est une scène surnaturelle de rencontre avec la pire incarnation du mal possible qui soumet une jeune femme par la manipulation. Cette scène a un double sens. Elle est duplice avec le spectateur. Double, duplice... Attends, double, duplice... Étymologiquement, ça vient de diabolo. Diabolo, qui est aussi l'étymologie de diable. Je sais. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on doit en penser de tout ça? Robert Eggers, le réalisateur, il doit bien avoir un point de vue, lui. Un point de vue moral sur la situation qu'il est en train de filmer. Eh ben non. En fait, il nous laisse seul juge de cette ambiguïté. Non, attendez, c'est pas vrai. En fait, c'est pas qu'il nous laisse juge de cette ambiguïté, c'est qu'il nous force à juger cette ambiguïté. Et attendez, parce que là, c'est le moment où on va aller encore plus loin, vous allez voir. Eggers dispose cette scène, la filme d'une certaine manière, et cette manière qu'il a de la filmer nous rend directement responsables de la décision de Thomasine. Parce qu'en posant notre regard sur le choix qu'elle a à faire, c'est nous qui la contraignons à pactiser avec le diable. Vous me croyez pas? Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce magnifique plan. Plan de face, à valeur focale équivalente à celle de l'œil humain, où un personnage s'adresse à un interlocuteur qui donc est situé en face de lui, c'est ce que nous dit le découpage de cette scène, et interlocuteur qui ne lui répond pas. Je vous aide, c'est à nous qu'elle parle. Et comme Eggers est un malin et qui fait en sorte que le book ne lui réponde pas tout de suite, il crée chez le spectateur qui donc est en train de juger une jeune femme, il crée chez nous le désir que le diable lui réponde. On a envie qu'elle soit une sorcière. Parce qu'on a posé notre regard sur elle de cette manière-là. Et Black Phillip, quand il finit effectivement par lui répondre, il n'est que notre porte-voix. Parce qu'en fin de compte, la question de savoir si Thomasine est oui ou non une sorcière, elle se pose pas. De la même manière que cette question, elle ne se posait pas lors des procès faits aux femmes accusées de sorcellerie. L'accusation de sorcellerie valait le statut de sorcière. On t'accuse d'être une sorcière, donc tu es une sorcière parce qu'on te regarde comme telle. Thomasine est une sorcière parce que nous la regardons comme telle. Pourquoi? Parce que le film s'appelle The Witch. Le destin de cette femme est scellé par notre regard. C'est notre regard qui diabolise son émancipation. Il s'en passe des trucs dans cette petite scène. Je l'avais déjà adoré lors de mon premier visionnage et en la décortiquant pour l'analyse, pour la lecture que je voulais vous en proposer, je l'ai encore plus aimé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de contenu pour YouTube et je dois vous avouer que ça m'a bien plu de m'y remettre. Donc écoutez,
J'espère qu'on se retrouvera bientôt. En attendant, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux si vous voulez qu'on continue à parler de cinéma, qu'on continue à partager notre passion. Je vous souhaite d'excellents visionnages pour les films que vous allez découvrir prochainement, et on se dit à très vite. Salut tout le monde.